Bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui sont restés pour cette deuxième conférence. Après l'intelligence artificielle, on va vous emmener voyager aux confins de notre cerveau, une rencontre avec l'onde de la mort. Alors quand on dit comme ça fait frissonner un peu. On pourrait un peu qualifier cette onde de la mort de chant du cygne du cerveau. C'est une activité cérébrale post-mortem qui se propage jusqu'à l'extinction définitive de la conscience. Alors est-ce qu'on va continuer à repousser les limites en neurosciences? Vous êtes invité à ce véritable voyage avec Stéphane Charpier, professeur de neurosciences à Sorbonne Université, directeur d'une équipe de recherche INSERM à l'Institut du cerveau de Paris, interrogé par Olivier Hertel, journaliste au Point. Merci, bonjour à tous. On va commencer très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et là on parle d'un sujet quand même qui est important, la mort, mais en particulier l'onde de la mort. Alors, je ne vais pas te demander quelle est ta première rencontre avec la mort, mais plutôt ta première rencontre avec l'onde de la mort. Comment ça s'est passé ? Je prends un micro. Voilà. Donc ma rencontre avec l'onde de la mort est une rencontre un peu fortuite. Elle n'aurait peut-être pu jamais exister en fait. C'était il y a quelques années. Je vais participer à un séminaire dans mon institut. Là, je vais dire un truc qui est vraiment pas bien, mais en fait, j'avais le sentiment que j'allais m'embêter profondément. Et donc, je m'étais dit, au lieu de m'embêter, je vais imprimer un article et puis je vais le lire pendant que le conférencier présente ses résultats qui, a priori, ne devaient pas trop m'intéresser. Donc, je fais quelques clics sur Internet et là, je tombe sur un article dont le titre, je vois écrit « Wave of Death », l'onde de la mort. Donc j'étais un peu intrigué, d'autant plus que je connaissais les auteurs. Ce sont de très bons neurophysiologistes hollandais. J'imprime l'article. Je pars donc à ce séminaire et je dévore l'article extrêmement vite. Je remonte au laboratoire et là on fait une sorte de réunion de crise en fait entre nous, c'est-à-dire entre les chercheurs, les étudiants en thèse, les stagiaires du laboratoire, et je leur raconte l'histoire. Donc l'histoire est la suivante, ce sont des collègues qui en fait avaient comme question une question extrêmement simple et très pragmatique dans la recherche, c'est de trouver la manière la plus humaine entre guillemets de sacrifier des animaux de laboratoire. Bon. Alors ils ont voulu tester l'effet de la décapitation. La décapitation, vous savez, c'est quelque chose qui se pratiquait en France il n'y a pas si longtemps, sans se poser ce genre de questions d'ailleurs. Donc l'idée était la suivante pour eux, on prend un rongeur, on va le décapiter, et puis avant, et puis au moment et juste après la décapitation, on va enregistrer l'activité de son cerveau pour déterminer l'instant précis à partir duquel vont disparaître les ondes cérébrales qui indiquent que l'animal en question est conscient. Alors ils font les expériences. Ils enregistrent l'activité électrique du cerveau dans la situation contrôle, on peut dire, avant la décapitation. Et là, ils voient une activité classique, bien entendu, que je vais vous montrer un peu tout à l'heure. Ils décapitent, et là, ils voient disparaître très rapidement les ondes électriques du cerveau jusqu'à ce que l'électroencéphalogramme devienne plat. Et là, ils ont la bonne idée d'attendre. Ils attendent quelques secondes, encore, et là, paf, ils voient apparaître sur un tracé complètement plat, il faut imaginer, on voit le tracé qui est plat, et là en fait quand on voit ça, on s'attend à tort de ne plus rien voir dans l'activité électrique du cerveau, et tout à coup, hop, ils ont vu une onde très grande, alors que l'animal était déjà décapité, ils voient l'onde très grande, et ils en ont conclu, à tort, vous allez voir, on va en discuter, que cette onde était l'onde de la mort parce que elle devait refléter un instant particulier à partir duquel les neurones rentraient dans un processus, dans un mécanisme de mort irréversible. C'est un pléonasme, puisque la mort est irréversible, mais dans un phénomène de destruction cellulaire sans retour. Donc pour eux, c'était la fin. Pour eux, c'était la fin, et ça a été considéré à l'époque comme étant la fin. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu dis, mais ce truc-là est complètement dingue. On va se pencher dessus, on va essayer de reproduire l'expérience, mais on va le faire un peu différemment. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on a fait cette réunion, et puis on s'est dit, déjà la question, c'est est-ce que cette onde existe vraiment ? On pouvait en douter, a priori, puisqu'elle a été nouvelle quand même. Et puis, est-ce qu'elle est véritablement un phénomène irréversible ? Et puis, l'autre question qui, nous, en tant que physiologistes, nous intéresse au premier chef, c'est, supposons qu'elle existe véritablement, quelle est son origine ? Parce que quand on dit onde de la mort, je ne sais pas si vous avez ressenti au début, si vous ne connaissez pas l'histoire, ça fait un peu étrange, quoi. On a comme presque un phénomène surnaturel. Nous, on n'est pas très penchés vers le surnaturel dans le laboratoire. Donc on s'est dit, on va d'abord avoir une nouvelle préparation pour tester la présence de l'onde de la mort, une préparation qui permet quelque chose de réversible. Donc on a opté pour une préparation qui mime un peu ce qui se passe au cours d'un arrêt cardio-respiratoire chez une personne humaine, avec donc la capacité de réanimer. C'est-à-dire qu'on arrête
l'oxygène? Alors, en l'occurrence, il s'agit de produire une anoxie cérébrale, c'est-à-dire c'est le phénomène ultime qui va tous, excusez-moi de ça, mais ça va tous nous mener un jour, tous les gens présents ici, à la mort. Mais ça permet aussi de pouvoir tenter une réanimation. Parce que quand on décapite, il n'y a pas de plan B, on ne peut pas recoller la tête à l'animal, ni à un être humain, on n'a jamais réussi. Il y a certains qui essayent de le faire, je vous le dis, mais je peux vous assurer, je connais les personnes en question. Ce qui fout en l'air le concept de révolution, en fait. Exactement, il faudra recoller les têtes de tous les gens décapités, ça va être très compliqué. Donc, finalement, nous, on opte pour une situation potentiellement réversible, donc un arrêt de l'oxygénation du cerveau, mais surtout, et c'est là peut-être où on peut passer la... Alors, est-ce qu'on peut mettre l'image, parce qu'on va voir un peu ce que vous avez observé du coup au laboratoire? Voilà. Alors, est-ce que tu peux décrire ce qu'on voit alors, là? ça c'est pour vous montrer un exemple d'expérience typique qu'on a menée dans le laboratoire. Alors, le tracé du haut que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une technique en fait très simple. Je peux te prendre comme cobaye ou pas? Non. Je vais le faire quand même. Donc Olivier, imaginons que je sois armé d'une électrode à ce moment-là. Non mais oui, bien sûr, t'inquiète pas. Donc si je pouvais avoir l'outrecuidance de poser une électrode à la surface de ton crâne, je verrais à cet instant quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que je verrais une activité électrique rapide qui marque en fait le fait que tu es vivant. Déjà, tu es vivant, n'est-ce pas? Que tu confirmes? Oui. Tu es vivant, tu es éveillé et conscient. Je précise quand même que éveillé et conscient, ça n'est pas la même chose. On peut être éveillé et inconscient. C'est une autre question. Donc ça, c'est ça. Mais ce qu'on a fait en plus, nous, c'est qu'on a mis une toute petite électrode à l'intérieur d'un neurone. Alors ça, il faut imaginer, c'est des techniques dont on est un peu les spécialistes en France dans mon laboratoire. C'est-à-dire que ça consiste à insérer à l'intérieur d'un neurone un tube en verre extrêmement fin qui fait 0,1 micromètre de diamètre à la pointe, c'est-à-dire un dixième de millionième de mètre. On l'insère grâce à un savoir-faire qui est un peu... Voilà. Alors, allons directement, parce que là, c'est déjà trop long. Ah, ouais, oui. Là, l'idée, c'est de savoir quelle est l'activité électrique du neurone. C'est ça. À l'échelle du neurone. L'intérêt de faire ça, c'est de comprendre ce qu'on voit en surface. En surface, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme. Mais quand on met une électrode dans un neurone, on peut expliquer ce qu'on voit en surface. Donc, on a reproduit les expériences. Et là, on a vu des tas de trucs qui n'étaient pas attendus. Alors, je rappelle, on arrête d'oxygéner les rongeurs. Alors, c'est indiqué, l'instant, c'est... Anoxie, c'est là qu'on commence à arrêter l'alimentation. C'est le début de ce qui est potentiellement la fin. Et ce qui va conduire à la mort. On enregistre ce qui se passe à la fois dans l'activité électrique générale du cerveau et aussi au niveau du neurone. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit beaucoup de choses en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'en fait, avant, on considérait le passage de la vie à la mort comme étant un événement. On est vivant, pop, on devient mort d'un coup. Ben non, c'est pas comme ça. Il y a un processus lent de dégradation progressive de l'activité cérébrale. Alors, ce qu'on voit, c'est quoi? Déjà, on voit rien. Ça, c'est pas anodin. Et puis, au bout d'un moment, on voit, vous voyez, cette activité qui augmente un peu ici. Ça, c'est une bouffée d'activité qui ressemble à celle que tu avais tout à l'heure, quand j'ai mis l'électrode, que j'ai pas pu finir, où tu étais en fait bien éveillé, bien conscient, etc. Donc, on a ce bouffée d'activité. L'activité se ralentit, et puis l'activité disparaît. Et là, c'est un peu comme dans les films, quand on voit dans les films un tracé, vous voyez, on voit le truc qui devient plat, il y a une sorte de frisson, il y a une sorte de catastrophe qui s'annonce. Et effectivement, quand ce tracé est plat, le neurone lui-même devient totalement silencieux d'un point de vue électrique. Il n'y a plus d'influx nerveux qui est déclenché par le neurone. Et puis, on a vu apparaître, nous aussi, l'onde de la mort. Voilà. Mais ce qu'on a pu faire, nous, ce qu'eux n'ont pas pu faire, c'est enregistrer ce qui se passe dans le neurone en même temps, c'est-à-dire on voit cette vague ici. Ça, c'est une vague électrique, et maintenant, on a pu donc expliquer l'origine de l'onde de la mort. Ça vient du fait que quand on prive les neurones d'oxygène, on diminue le métabolisme. Si on diminue le métabolisme, les neurones ne sont plus capables de maintenir un certain niveau de tension électrique qui est indiqué ici, enfin peu importe la valeur, qui existe naturellement dans chacun de vos neurones en ce moment. Dans tous vos neurones, il existe une tension électrique, une différence de potentiel électrique entre l'intérieur de vos neurones et l'extérieur. Quand on meurt, cette valeur disparaît, cette tension électrique disparaît, et c'est comme si une pile était en train de se vider à l'intérieur de votre cerveau. Et c'est ce qui se passe. Donc en fait, ces neurones perdent cette tension, ça crée un courant, et ce courant crée l'onde de la mort. C'est ça l'onde de la mort, et rien d'autre, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Sauf que tu t'es pas arrêté là. Sauf qu'on ne s'est pas arrêté là. Et l'idée, c'était, vu qu'on avait choisi une méthode qui était réversible, on a regardé si ce phénomène pouvait être réversé. Donc on a réanimé. Et là, on a été dans une situation qui est la situation classique au cours d'une réanimation cardio-respiratoire chez une personne. Et je m'en excuse, c'est pas très gai, mais très souvent, ça rate.
D'accord ? Mais des fois, ça réussit. Et là, on est bien content. Mais quand ça réussit, et c'est là qu'a été vraiment une découverte dans le laboratoire où ça a été un grand moment d'excitation. On a découvert une nouvelle onde ici, qu'on a baptisée très vite l'onde de la réanimation, the wave of resuscitation, ce qui fait qu'elle a été mal traduite des fois par certains de tes confrères. Elle est devenue l'onde de la résurrection. Oui, mais c'est mieux. C'est mieux, je suis d'accord. C'est plus sympa, mais il n'empêche que c'est pas une onde de la résurrection, puisque l'animal n'était pas mort, mais c'est l'onde de la réanimation. Et cette onde de réanimation, en fait, dans 100% des cas, je dis bien, et ça c'est rare, je ne sais pas s'il y a des biologistes dans cette salle, mais pour un marqueur biologique, c'est rare d'avoir une telle valeur statistique. Dans 100% des cas, et depuis on a fait des centaines et des centaines d'expériences, quand on la voit, on sait que le cerveau va repartir et que les neurones, et je finis là-dessus, que les neurones vont aussi récupérer une activité. Donc ça c'est très bon signe. Donc si on voit l'onde de la réanimation, ça veut dire qu'on va voir la personne, en l'occurrence c'est sur l'animal, mais on peut s'attendre à ce que ce soit aussi chez l'homme, revenir à la vie. Et là, on voit l'activité à la fois du cerveau et des neurones qui repartent. Alors, juste par rapport à ce que tu viens de dire, qui est très important peut-être à mentionner pour tout le monde ici, l'onde de la mort existe chez l'homme. Oui. Elle a été décrite, elle a un autre nom un peu barbare, technique, on appelle ça la terminal spreading depolarization, mais c'est exactement le même phénomène. L'onde de la réanimation, notre onde à nous, qu'on a découverte, dont on est très fiers, elle n'a pas été encore décrite chez l'homme parce qu'il n'y a pas les conditions pratiques et même éthiques pour pouvoir la détecter. Donc on travaille avec des réanimateurs, avec des collègues des services de soins intensifs et de réanimation, de soins d'urgence, et on essaie de voir un peu les conditions qui pourraient faire que l'on puisse l'enregistrer chez l'homme. Mais l'onde de la mort existe chez l'homme. Ce qui n'est pas l'onde de la mort du coup, puisqu'on ne meurt pas nécessairement après. Quand on parle de ces sujets-là, il y a quelque chose qui revient souvent à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les fameuses expériences de mort imminente, qu'on a souvent au début considérées comme des phénomènes un peu paranormaux, et les gens se sont un peu donné à cœur joie là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas mal glosé là-dessus. En fait, ces témoignages sont non seulement crédibles, mais on pense qu'ils sont vraiment corrects. Toute la question, c'est de savoir à quel moment sur cette courbe ça se passe, et où ça se passe. Alors là, tu poses beaucoup de questions en même temps extrêmement importantes. Donc, ces expériences de mort imminente, plus personne ne pense qu'elles n'existent pas. Il y a un consensus, et là je peux vous le dire, en tant que neurophysiologiste, chez les scientifiques, même les plus matérialistes, tout le monde y croit. Mais croire à un truc comme ça ne veut pas dire croire au surnaturel. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des dérives par rapport à l'interprétation qu'on peut faire de ces expériences. On peut aussi avoir une approche scientifique de ces expériences. Et actuellement, l'hypothèse qui est la plus retenue, mais ce n'est pas forcément la nôtre, celle de notre laboratoire, c'est qu'elles surviennent à ce moment-là. C'est-à-dire au moment où le cerveau montre un accroissement d'activité alors qu'il n'est pas loin de mourir. De mourir, c'est-à-dire, je mets le mourir entre guillemets, c'est-à-dire il n'est pas loin d'atteindre un niveau de suppression d'activité proche de la mort. D'accord ? Donc on a ce sursaut d'activité que l'on voit là, qui est très précoce après un arrêt cardio-respiratoire. Ça a été montré chez l'homme aussi. Et beaucoup de nos collègues pensent que c'est à ce moment-là que ça se produit. Alors, c'est pas idiot de penser ça, parce que c'est une activité un peu particulière du cerveau aussi à ce moment-là. Ce que les gens racontent, c'est j'ai vu un tunnel avec une lumière blanche au fond, je sors de mon corps. Enfin, il y a une espèce d'activité aussi assez importante dans leur récit. Donc on se dit, ça peut coller. Ça peut coller, sauf que ça n'explique pas. C'est-à-dire, en fait, une expérience de mort imminente, bon, déjà, elle a un contenu. Comme tu l'as dit, ça peut être... alors, c'est pas vraiment... Le coup du tunnel de lumière, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, on peut être pris par une lumière, on peut aussi avoir une sorte de déplacement vertigineux dans l'univers, justement comme un trait de lumière qui va traverser l'univers. On peut aussi avoir des expériences extracorporelles, c'est-à-dire avoir une vision extériorisée de soi-même et de son propre corps, mais on a toujours, et ça c'est quelque chose qui est très caractéristique, enfin presque toujours dans ces expériences, c'est qu'elles sont extrêmement agréables. Ouais. Très peu d'expérienceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, vont relater quelque chose de négatif, une souffrance morale. C'est souvent très positif. Bon. Alors il faut les expliquer, comme tu dis. Expliquer, c'est déjà... parce qu'en fait, pour pouvoir les expliquer, il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup de gens parlent de ça, mais pour pouvoir les expliquer, il faut savoir à quel moment elles surviennent. Parce que si on veut savoir quelle est l'activité du cerveau au moment des expériences de mort imminente, il faut savoir où regarder. Si on ne sait pas quand elles surviennent, qu'est-ce qu'on va regarder ? Il se passe tellement de choses ici. Ouais. Entre le moment où on est en train éventuellement de mourir et au moment où on revient, et là je pourrais encore aller plus loin encore, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Donc, considérer que c'est à ce moment-là, c'est un raccourci un peu rapide. Nous, on a une autre hypothèse, c'est que ça survient en fait à ce moment-là, au moment du retour. Pourquoi on dit ça ? D'abord, je précise qu'on n'a aucune preuve de ce que je suis en train de dire, c'est notre hypothèse. Mais
D'ailleurs, on peut lancer un appel si jamais il y a des gens qui veulent participer à cette expérience. Au laboratoire, je crois que tu vas mener des expériences. Donc, on recrute une dizaine de personnes. Mais là, je rassure. S'il y a des volontaires, n'hésitez pas. Je vous rassure, vous et les gens qui nous regardent éventuellement sur Internet, je ne sais pas si c'est le cas, que c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Mais mettons. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, quand même, c'est bien. Donc, notre idée, en fait, c'est que ces expériences, elles surviennent plutôt au moment du retour. Mais dans le labo, en ce moment, j'ai un scoop pour le point. Ah. Super. On enregistre là ou pas? Ouais, j'espère. Ouais. Dans le laboratoire, on est en train de réaliser ce que je crois, et même sûr, être la première série d'expériences fondamentales sur les mécaniques des expériences de mort imminente. Ah. C'est pas publié, je peux pas en parler. Là, ça retombe. En fait, donc on est un peu super déçu. Teasing là, en fait. Oui, mais si vous me réinvitez, si on en parle plus tard, je vous donnerai les résultats. Mais on a des résultats sidérants. En tous les cas, pour nous, une expérience de mort imminente, il faut trouver dans le cerveau quelque chose qui corresponde à un contenu particulier, une sensation particulière, et puis les propriétés de type un peu hallucinatoire de ces expériences, très intenses et un peu désordonnées d'un point de vue de l'imagerie mentale. Ouais. Et ça, c'est plus conforme avec ce qui se passe au moment du retour, parce que le pattern d'activité cérébrale du retour, qui est plus lent, qui se structure progressivement, ressemble un peu à ce que l'on voit chez certains patients schizophrènes qui font des hallucinations visuelles, etc. Donc, il se peut que ça se passe à ce moment-là, mais on a des données plus... Tu peux pas en parler un tout petit peu? Non. Mais vraiment rien? Même pas si tu me fais un chèque. Pas du tout. Parce que si j'en parle... Mais je l'ai déjà fait, le chèque. Je sais. Mais il y a un étudiant dans le laboratoire, je ne sais pas si... Bon, en tous les cas, il est en train de travailler dessus. On peut le citer déjà. Pardon? On peut le citer. Aymar, c'est Aymar qui est en train de faire ça dans le laboratoire. Bon, c'est absolument passionnant. Donc, juste pour finir, excuse-moi. Donc, pour nous, les expériences de mort imminente, c'est plutôt des expériences de vie imminente. C'est-à-dire, ce sont des expériences qui surviennent au moment où on est en train de réémerger, non pas la vie, parce qu'on n'est jamais mort, j'insiste là-dessus, les expérienceurs ne sont jamais morts, sinon ils seraient dans un cimetière. Ok ? Non, mais ça, que ce soit clair. Par contre, ils ont frôlé la mort d'un point de vue physiologique. L'image est très jolie. Expérience de vie imminente, c'est très très joli. Mais je pensais qu'on allait finir là-dessus. Et on va peut-être finir sur une note. On a des questions à partir de maintenant ou on a encore 2 minutes? Vous me dites? On va passer aux questions. On passe aux questions? Ah bah super, allez, très bien. De toute façon, vous allez devoir revenir pour nous raconter la suite de l'étude. Ouais. Donc non, on va refaire. En fait, je l'ai fait exprès, en fait. C'est un sacré teasing, ça veut dire qu'on aura une deuxième édition avec la suite de l'étude. Et ça marche. Bah oui, oui, on va vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Ah bah oui, voilà, on va vous donner un micro. Ah, je vois qui c'est. C'est un collègue. Ah. C'est un très grand neurobiologiste qui vient m'interpeller en direct. Voilà. Alors, en fait, le temps ici, tu l'as. En fait, le petit trait ici, c'est 30 secondes. Alors, tu vois, en fait, on pourrait calculer les délais, quelques dizaines de secondes pour voir apparaître les activités à haute fréquence, environ 1 minute ou 1 minute et demie pour voir l'activité plate. Et puis l'onde de la mort, en fait, elle survient avec un délai, un certain délai qui dépend. Et ça, c'est très intéressant, et on peut expliquer plus ou moins pourquoi, qui dépend de la manière avec laquelle on meurt. Mmh. C'est-à-dire que vous vous souvenez de l'expérience de décapitation, là, on la voit apparaître rapidement. Par contre, si on injecte des drogues qui vont créer une dépression respiratoire, par exemple, ça vous le savez, beaucoup de drogues ont ces effets-là, ces effets secondaires qui sont souvent létaux, ça va arriver beaucoup plus tard. Donc, c'est la brutalité, en fait. Pardon ? C'est la brutalité de la façon de la mort. C'est la vitesse avec laquelle on interrompt le métabolisme cérébral et rien d'autre. C'est juste ça qui fait le délai de survenue de la wave of death, de l'onde de la mort, qu'on a appelé maintenant, enfin je vous le dis parce que là je l'ai encore laissé sur la diapo, c'est l'onde de la dépolarisation anoxique, ce qui est beaucoup moins... Ouais. Nous, on ne prend pas. Hein, c'est ça, journalistes, on ne prend pas. Ça, le point, ça les intéresse. C'est joli, l'onde de la résurrection. Oui, c'est mieux. Oui, mais il ne veut pas. C'est plus poétique, mais c'est inexact. Oui, mais ça, c'est un peu dangereux, parce que ça laisse penser qu'il y a des chercheurs en France qui travaillent sur la résurrection. Oui, c'est prendre pour Dieu. Je voudrais gommer cette image qui peut-être est vraie, mais je ne les connais pas, en tout cas. Peut-être que Hervé Schneves va nous en parler tout à l'heure des chercheurs qui travaillent sur la résurrection. Dans des conditions éthiques, bien entendu. On a encore des questions. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, j'ai une question. Hier, il y avait une conférence d'un psychiatre qui expliquait qu'il donnait des fois de la kétamine à ses patients. Et donc, du coup, il a décrit des états modifiés de conscience.
qu'on retrouve dans les descriptions des personnes qui parlent justement de Exactement, c'est tout à fait vrai. Est-ce que du coup, si on étudie les mêmes zones cérébrales qui sont activées lors de la méditation de pleine conscience, ce genre de choses, on pourrait trouver une source? Bon, on va vous engager dans le laboratoire, ça vous va ça? On est parti un peu là-dessus, mais la kétamine n'est pas forcément le meilleur instrument. Il y en a un autre, mais je ne dirais pas son nom, qui est peut-être plus performant. Non, j'arrête. On va faire psilocybine. On va voir s'il réagit. S'il bouge les sourcils, normalement, c'est que c'est ça. LSD. C'est l'onde de la vérité. Non, je n'en dirai pas plus, même sous la torture. Mais on voit ça, vous tenez. Hein. Même jusqu'à l'onde de la mort, je me tairai. Oui, moi j'ai une petite question technique neurobiologique. Comment vous expliquez qu'au moment où il y a cette forte dépolarisation, il n'y ait pas de potentiel d'action, puisque ça devrait augmenter l'excitabilité des neurones, logiquement? Alors en fait, non. C'est un peu un paradoxe, c'est ce qu'on appelle... en fait, il y a une diminution d'excitabilité quand on dépolarise progressivement les neurones. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors là, on va plutôt rentrer dans des trucs un peu techniques, mais quand on dépolarise pendant suffisamment longtemps, on va produire un phénomène d'inactivation en fait, des canaux ioniques qui déclenchent les potentiels d'action. Donc ça crée en fait non pas une augmentation d'excitabilité, mais ce qu'on appelle une accommodation, c'est-à-dire une diminution d'excitabilité au cours du temps, qui fait que très rapidement, en fait, le neurone est incapable de déclencher des potentiels d'action. Par contre, il se peut, quand même, pour aller dans votre sens, pour dire que c'est pas totalement une mauvaise idée, il se peut de temps en temps qu'on ait des potentiels d'action ici, mais très vite ils disparaissent parce que en fait le neurone perd son excitabilité ici, et dans certains cas on a quelques potentiels d'action au moment de la récupération, mais à partir du moment où on a repolarisé la membrane et on a permis aux canaux ioniques qui sont capables de déclencher des potentiels d'action de redevenir efficaces pour pouvoir le faire. Merci. Moi, je ne pars pas s'il n'y a pas d'autres questions. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous prêter à d'autres expériences, mais en dehors de la salle, par contre, ça. Je suis désolée, je vais devoir vous remercier. Merci beaucoup. La dernière, s'il vous plaît. Une dernière question. Comme ça, je vais vous retenir un petit peu. Ouais, merci. Alors, moi, c'est une autre question grand public. Hein, vraiment, ça me fait penser plutôt à l'embryologie. Est-ce que passer de rien à quelque chose en termes d'activité cérébrale est étudié? Passer de rien à quelque chose. Lors de la formation du cerveau au niveau d'un embryon. Vous avez quelqu'un derrière vous qui peut-être connaît mieux le sujet. Les deux derrière vous connaissent beaucoup mieux le sujet que moi. Mais la notion de rien est très relative. Il faut faire très attention. Parce que le rien, dans ce cas-là, c'est le rien électrique, en fait. D'où le grand public, oui, c'est ça. Non, mais votre question est parfaitement légitime. Et elle a une dimension poétique et même scientifique importante. Rien, ça n'est pas forcément rien. Il faut se méfier de ce qui est plat en biologie, d'accord? On peut avoir un tracé plat quand on enregistre le cerveau, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qui est dans le cerveau ne fonctionne plus ou ne fonctionnera plus, d'accord? Donc, méfions-nous des apparences. Pour nous, la Terre est plate. Qui croit que la Terre est plate ici? Personne. Alors, c'est un peu pareil pour un électroencéphalogramme. Il peut être plat, mais les neurones peuvent être bouillonnants en dessous. Merci beaucoup. On va rester là-dessus, sur ce rien qui est déjà quelque chose. Merci.